Alors, puisque toutes les personnes qui sont dans la classe se sont présentées, je vais couper les vidéos des non-animateurs et puis pour libérer de la bande passante. Et puis ensuite, nous allons de suite commencer. Rapidement, on va revenir donc sur la méthode de travail du groupe, du groupe Yammer. Yammer, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Ensuite, on évoquera la définition de la multimodalité par le groupe de travail lui-même. Et enfin, par la suite, on rentrera dans le vif du sujet avec les objections des différentes parties prenantes et les réponses à y apporter. Et enfin, Christophe évoquera quelques conseils méthodologiques pour clore la session. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je vais de suite couper quelques droits. Bon webinaire à tous, à tout à l'heure. Et si, très important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le petit chat en bas à gauche. Je les noterai au fur et à mesure et je prendrai la main pour les relayer. Merci, bon webinaire. Merci. Je passe la parole à Christophe Jourdain. Merci Arnaud. Donc, tout le monde m'entend bien? Oui, oui, oui. Ok. Donc en fait, on a déjà le pourquoi ce groupe de travail. C'est des choses que j'avais vues moi en allant en allant vous rencontrer en fait, hein, en bilan pédagogique avec mes collègues de la DEFPA. On s'était rendu compte que certains formateurs avaient des difficultés en effet se dire mais comment je parle de multimodalité à la fois entre nous, à la fois mes stagiaires, etc. Est-ce que j'en parle avant? Est-ce que j'en parle tout de suite? Est-ce que j'en parle au moment où il commence ou au moment où il commence en fait la formation, etc. Donc je m'étais dit tiens bah, c'est l'occasion d'en discuter avec nous. Puis je m'étais rendu compte en effet que chacun avait un peu sa manière, en tout cas sa manière de faire et surtout sa définition. Quand on a lancé Communautique, on avait nous-mêmes de Communautique, on avait une idée de la multimodalité, mais qui n'était pas celle forcément de tout le monde. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de le partager. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'on est arrivé, en tout cas, à une espèce de définition commune. Voilà. Et puis on en a profité aussi. L'idée était de se dire, tiens, et si on utilisait aussi, plutôt que de faire un groupe de travail classique, on va se voir assez régulièrement en présentiel, on avait la possibilité en fait de tester un outil de réseau social hein, qui fonctionne vraiment comme un Facebook, sauf qu'on peut faire des groupes privés et qui s'appelle Yammer, voilà, que l'on utilise nous au niveau régional. Et c'était l'occasion aussi de voir un petit peu ce que ça pouvait donner et de se dire comment je l'utilise en fait pour animer un groupe de travail. Donc en fait on a décidé en fait de travailler de cette manière-là et du coup on a défini des rôles au départ en se disant il faudrait absolument qu'il y ait sur le groupe Yammer, hein, qu'on ait ce qu'on appelle un community manager, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des infos, etc., et qui surtout fait en sorte que les personnes du groupe soient en ligne et viennent apporter de l'information de manière assez régulière. On s'est dit, ce serait bien qu'on ait aussi quelqu'un qui fasse de la veille pour nous et qui aille voir tout ce qui se dit sur la multimodalité, en tout cas sur une définition de la multimodalité, puis qui puisse le mettre en fait sur le mur du Yammer et quelqu'un qui soit qu'on a appelé rédacteur, mais quelqu'un qui serait plutôt le synthétiseur en fait de tout ce qui s'était dit, de tout ce qui se dit depuis tout ce qui pouvait se dire en fait en 1 ou 2 semaines. Voilà. Et tout ça en fait synthétisé sur le mur du Yammer. On vous le présentera juste après. Alors, comment je fais hop, pour passer. Ok. Euh, Alors Arnaud, je n'arrive pas à passer d'un slide à l'autre. Pourtant, tu as la main, normalement. Est-ce que ouais. Ah voilà, Ah, c'est je bon. t'aide alors. Voilà, C'est toi qui l'as fait là, non? Ou c'est moi? je t'aide. Bon. Oui, c'est moi, je t'aide. Donc en fait,
D'accord, c'est gentil. Du coup, en fait, on avait décidé d'avoir un groupement quand même de lancement, hein, d'avoir un groupement en fin de projet. Un groupe de travail, généralement, c'est 3 mois. On se dit que s'il faut absolument qu'on ait fait une production en 3 mois, sinon c'est trop long et finalement tout se dédite un peu. Donc, on a démarré en avril. On s'était dit début juillet, il faut qu'on ait quelque chose de créé. Donc, on s'en avait prévu un regroupement en lancement et un regroupement en fin de projet. Et puis, et puis de faire en tout cas une synthèse d'avancement des travaux, soit par téléphone, soit sur Yammer toutes les 2 semaines. Voilà. Et le reste du temps, ben en fait, chacun travaillait, apportait des choses en fait sur le réseau social. Voilà, voilà, ça c'est ce qu'on avait prévu. En fait, alors je vais te demander encore, parce que je vais passer assez vite quand même. C'est bizarre, j'ai pas la main hein, pour. Est-ce que tu peux. Voilà, merci. Donc Yammer, hein, on le voit pas très très bien tout à l'heure, mais si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous inviter à la fin de ce webinaire, chacun en fait à rejoindre la communauté communautique sur Yammer. Voilà. Donc, c'est quoi Yammer? C'est un outil fédérateur qui regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires au travail collaboratif. Donc, il y a notamment dessus un wiki, d'ailleurs on l'a utilisé, un travail à plusieurs sur un même document. Il y a un fil de discussion, comme je vous disais tout à l'heure, ce que j'appelle un mur. Possibilité de gérer des événements, de faire des appels, de partager en temps réel des docs, des vidéos, de faire des notifications et aussi de travailler, on ne l'a pas mis là, mais de travailler aussi ensemble sur un document commun. Alors il y a le wiki qui permet vraiment, je dirais, de mettre ligne à ligne sans vraiment, je dirais, faire de la mise en page. Par contre, quand on veut travailler sur un document avec des versionnings, il y a un autre outil en fait qui permet de le faire. J'essaye de passer à d'autres slides. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, comme je vous disais, c'est ce qu'on avait prévu de faire en se disant, on se voit une fois au début, une fois à la fin, et puis entre-temps, on fait tout à distance. Bon, finalement, dans la vraie vie, ça s'est pas passé exactement comme ça. Je vais passer la main à Annabelle qui va nous expliquer un petit peu plus comment tout ça, ça s'est profilé. Ah, ben Annabelle n'est plus là, j'ai l'impression. Si, revoilà Annabelle. Annabelle, es-tu là? Alors, je Non? crois oui, Annabelle a un petit problème, je Ouais, pense, parce qu'elle est. un petit problème. Bon, ben c'est pas grave, je vais continuer alors, hein. En fait, on s'est très très vite rendu compte que finalement on n'avait pas l'habitude les uns les autres, et moi le premier, hein, l'habitude d'utiliser ce genre d'outils finalement pour travailler à distance. On va le dire, je le dis, je le redis comme d'habitude, mais c'est qu'on est pris toujours dans des quotidiens qui font qu'on ne va pas forcément sur Yammer. On a l'habitude maintenant d'aller voir nos messageries de matin quand on arrive au bureau, mais on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir sur Yammer ce qui s'est passé, etc. Et puis finalement, donc il a fallu à peu près, donc on s'est dit, bah, ce serait bien qu'on ait quand même qu'on ait je dirais un présentiel en plein milieu. Donc on a repositionné un présentiel et ça nous a obligés comme ça à se dire comment il faut qu'on se revoie dans un mois et demi, et qu'il faut qu'on travaille pour d'ici un mois et demi. Bah, au bout d'un mois, c'est-à-dire un mois après qu'avait commencé vraiment le groupe de travail, là on s'y est vraiment mis en fait à travailler parce que bah, il y avait une échéance grosso modo où dans 15 jours on se voyait en présentiel. Voilà. Donc ça, le travail, le démarrage collaboratif a réellement démarré au bout d'un mois. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que Euh, et aussi on s'est rendu compte que les rôles qu'on s'était donnés aujourd'hui. Oui, pardon. non, On ça s'était rendu compte aussi j'allais. que les Allez-y. rôles les rôles qu'on s'était donnés en fait au départ, on n'arrivait pas vraiment à les suivre, à la fois parce ils étaient peut-être trop. Ah, ça a coupé. Ça doit être. C'est la connexion de. Oui, beaucoup de coupures. Alors, tac.
Alors, attendez, je reprends la main. Est-ce que C'était c'est bon? souvent. Est-ce que c'est bon? Ah, Ouais, est-ce que c'est bon? Alors, je bon, suis je suis désolé. revenu parmi nous. Ouais, c'est bon. Je suis revenu parmi vous. Je suis à peu près déconnecté toutes les 20-25 minutes. Donc après, je vais parler moins, donc ça va être mieux. Alors ça c'est lié à des problèmes que l'on a. Ce sont des problèmes de sécurité du conseil régional et auxquels on n'arrive pas à passer outre. Voilà, donc tout ça pour vous dire aussi que finalement les rôles qu'on s'était donnés, on est passé outre, chacun a fait un petit peu comme il pouvait et ce qu'il pouvait, il n'y avait plus de rédacteurs, il n'y avait plus de veilleurs, etc. Chacun apportait en fait de l'information et finalement ça a beaucoup mieux fonctionné comme ça. Voilà. Euh, voilà, c'est-à-dire que finalement le fait de ne pas imposer quoi que ce soit, finalement ça s'est beaucoup mieux passé par la suite. Alors, je vais passer la main à Et on Corinne. J'espère que va. Corinne est toujours là. Et voilà, et Corinne qui va nous expliquer justement. Moi, je vous expliquais un petit peu comment on a travaillé. Maintenant, sur le fond, qu'est-ce qu'on a fait et sur quoi on a travaillé. Je te laisse la main, Corinne. Ok, donc je vais essayer d'être la plus explicite possible. Donc c'est vrai qu'en fait, pour parler de la multimodalité et envisager tous les aspects, il nous a semblé intéressant de travailler par catégorie. On a essayé déjà de remettre les choses à plat pour définir à la fois quels pouvaient être les lieux d'apprentissage, qui seraient les de nos stagiaires, mais aussi la localisation, pourquoi pas, des formateurs tuteurs, quelles seraient les situations d'apprentissage qui seraient liées à la multimodalité. Est-ce qu'on était tous bien au clair là-dessus? Quels étaient aussi les niveaux d'interactivité dans les activités pédagogiques proposées? Et puis, quels outils et supports pédagogiques on pouvait utiliser également? Donc c'était important déjà de refaire le point, puisque selon les centres dans lesquels on exerçait ou nos responsabilités, nos niveaux d'activité, on avait effectivement exploré telle ou telle modalité de formation. Alors, au niveau des lieux d'apprentissage, on a essayé d'être assez exhaustif, bien évidemment, en dehors du centre de formation, du lieu, du domicile. On a également exploré les espaces numériques, ça peut être également chez des amis, chez un employeur, etc. Donc là, je crois qu'on a été au plus large. J'aurais pas plus avant que ça, à moins que Christophe ait quelque chose à ajouter de plus. Les situations d'apprentissage, là, par contre, ça nous a semblé plus important. La multimodalité n'étant pas forcément pour tous liée à la distance. On a des modalités de formation proposées déjà dans nos dispositifs qui intègrent de l'activité multimédia. Et effectivement, qu'on avait déjà sur. Désolée, mais je vais brancher mon poste parce que sinon, ça va couper complètement. Je suis en train de me rendre compte que ça tire dessus. Voilà, c'est bon. Je suis à nouveau reliée au courant. Donc oui, on avait du multimédia dans nos centres de ressources, on avait des activités papier, on avait de l'animation classique, on avait plein de choses, mais pas forcément liées à la distance, pas forcément réalisées en dehors de nos centres de formation et des centres ressources. Et donc évidemment, ça change la donne parce que tant qu'on a les stagiaires dans un contexte de multimodalité dans nos murs, bien évidemment, la crainte n'est pas du tout la même par rapport à ce type de dispositif. Les gens sont rassurés, ils sont dans leur centre de formation, un formateur pas très loin, donc on n'est pas tout à fait dans la même problématique que quand on se trouve vraiment en dehors de ce centre de formation. Donc ça, c'est un point important. Après, quel niveau d'interactivité on avait ou pas dans les séquences pédagogiques? Évidemment, si faire de la distance, être en dehors du centre, ça consiste à utiliser des outils papier et à les ramener à la séance prochaine lors d'un regroupement, on n'est pas non plus dans la même crainte et la même problématique que se retrouver face à un outil technique, une plateforme de téléformation ou pas d'ailleurs,
qui va à un moment donné nécessiter d'être au fait justement de tous ces problèmes techniques et on n'a pas forcément quelqu'un pour se rassurer par rapport à ça. Ça, c'est quelques exemples. Et donc, bien évidemment, l'interactivité et les outils et supports pédagogiques qu'on allait utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un smartphone? Est-ce qu'on va utiliser un ordinateur? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une configuration particulière? Est-ce qu'on utilise une tablette? Il peut y avoir des tas de situations qui engendrent forcément des craintes, une complexité et qui amènent à proposer des solutions différentes. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux que j'en dise plus à ce niveau-là. Donc, la méthode du travail a consisté en fait à tout lister et tout répertorier, et puis peut-être ajuster les choses, classifier aussi également, je dirais. Exactement. Faire bien la part des choses entre ce qui pouvait être une méthode pédagogique, un outil, un support, une ressource, et qu'on soit déjà, nous, tout à fait d'accord sur ces termes-là, puisque en parler aux autres, c'était déjà savoir en parler entre nous et s'accorder sur un vocabulaire commun. Chacun venant avec ses différentes expériences et exemples, bien évidemment, dans le cadre de ces formations. Tu veux compléter, Christophe? On va peut-être entrer dans le vif du sujet. Voilà, et ce qui nous a amené... Oui, juste pour rajouter en quelques secondes, ce qui nous a amené finalement, en fait, la question qu'on se posait, c'est comment est-ce qu'on peut définir une formation multimodale? Alors, comme l'a dit Corinne, en fait, on a essayé d'être très exhaustif, et puis après, on a classifié, et puis après, on est arrivé finalement à une définition en 2-3 lignes que vous retrouverez tout à l'heure sur une des pages web communautiques. Voilà, qui est finalement qui est un peu le plus petit commun multiple de tout ce qu'on avait pu se dire, mais ça a à nouveau coupé. Alors, je reprends la main quelques secondes en attendant que Christophe revienne. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec donc les différents types d'objections rencontrées par catégorie de population et les réponses à y apporter, les propositions de réponses à y apporter en tout cas. J'aimerais bien que Christophe revienne parmi nous puisque c'était Pierre qui devait animer la partie objection des stagiaires et les réponses à donner. Pierre n'étant pas là, c'est Christophe qui m'avait dit reprendre la main. Christophe n'étant pas là, peut-être que je ne sais pas si Corinne peut dire quelque chose, peut prendre en charge cette partie-là. Alors, je peux peut-être, oui, donc dans la mesure où ça a été bien présenté, je trouve dans le document l'argumentaire qu'a joint Christophe, parce que en fait tout ça a été rédigé, c'est l'idée de dire qu'on voulait surtout rassurer les personnes. Il fallait qu'on parte de l'idée qu'effectivement il fallait pas s'opposer forcément directement, non mais bon tout simplement vous n'y êtes pas du tout, etc. Mais comprendre plutôt pourquoi les personnes avancées, voilà, ça y est, il arrive. Il est là. Excusez-moi. À toi, c'est Christophe. Je vous interromps d'autant que c'est non, mais vous avez raison. Bien sûr. On reviendra dessus à la fin. Christophe, je te redonne la main sur les objections des stagiaires et les réponses à apporter. Merci Corinne. De rien. Donc après, on a lancé... on a dit chacun lance toutes les objections qu'il a l'habitude d'entendre de la part des stagiaires, des entreprises, de ses formateurs, de l'équipe ou de ses clients, voilà. Et puis on va chercher des moyens d'y répondre et chacun justement a abondé. Alors là, c'est là où le travail à distance a bien très bien fonctionné, c'est que chacun a très facilement et souvent abondé en fait les réponses aux objections via l'outil wiki ou via l'outil Note qui existe sur Yammer. Excusez-moi. Hop,
Voilà. Voilà, donc dans l'objection, alors les objections des stagiaires qui reviennent le plus souvent, c'est ce qu'on a vu, c'est je ne connais pas l'informatique, je préfère travailler en groupe, en équipe. Moi, ce que je veux, c'est aller au centre de formation. Voilà, hein, ça c'est quelque chose euh, qu'on entend souvent finalement parce que les gens, quand ils vont en formation, l'idée c'est bien qu'ils sortent de chez eux et qu'ils vont se regrouper, qu'ils vont voir d'autres personnes, etc. J'ai toujours appris avec un formateur ou un enseignant, je vois pas pourquoi je changerais aujourd'hui. Si c'est pour ne pas avoir de formateur, autant que je me forme tout seul chez moi. Travailler une journée entière à la maison, c'est trop long. Mais qui va répondre à mes questions quand je serai seul devant mon ordinateur? J'ai pas le bon matériel chez moi. J'ai un ordinateur et Internet, mais ils sont pas à moi. À la maison, c'est pas toujours facile de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Ça, ce sont les objections des stagiaires que l'on a vues. Alors, on a cherché en fait des réponses. Alors, je sais pas si je pense pas que je vais les passer toutes en revue, parce qu'en fait, vous verrez qu'on a fait un doc final qui reprend en fait qui propose en fait plusieurs manières de répondre à chacune des objections. Donc, je vais peut-être pas toutes les faire, mais pour reprendre par exemple, si j'ai quelqu'un qui va me dire je ne connais pas l'informatique, et ben on s'est dit tiens, et ben justement l'information est une bonne raison pour apprendre à vous en servir. Vous pouvez toujours aller dans un EPN, un espace public numérique, où je vous rassure, vous n'êtes pas le seul et nous en avons l'habitude. C'est pourquoi nous proposons un module d'initiation au début de votre formation. Ça peut être aussi l'informatique permet une approche ludique de la formation. Différents médias permettent d'accéder à des ressources variées. Après, si vous souhaitez parfaire votre formation aux outils informatiques, la meilleure chose à faire serait de vous servir de ces outils en dehors des heures de formation. Voilà, ce sont différentes en fait, manières, différents arguments que l'on a apportés en fait à chacune des objections. Je ne sais pas, je vais peut-être en prendre une. Est-ce qu'il y en a une qui vous intéresserait plus particulièrement que l'on voit? Je vais peut-être prendre, je pense à celle dont je parlais tout à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est aller au centre de formation avec toujours cette idée, de si je ne vais pas au centre de formation, je ne suis pas en formation. Donc, par exemple, ce que nous proposons, ben, nous mettons à votre disposition un centre de ressources avec des tuteurs, avec un tuteur, des ordinateurs. Vous pourrez travailler en toute tranquillité. Voilà, si vous ne souhaitez pas rester chez vous, vous pouvez vous rendre dans un espace public numérique. Mais il y a aussi moi ce que je préfère, c'est travailler en groupe, travailler en équipe, hein. Alors ça tombe bien, c'est vrai que la multimodalité, toujours pourrait bien expliquer et faire la différence avec l'image que les gens ont du e-learning dont on parlait tout à l'heure, qui est plutôt ces formations qui se font complètement seules devant l'écran et sans tuteur à distance. Hein, en disant, voilà, je préfère quelqu'un qui me dirait, un stagiaire qui me dirait, je préfère travailler en groupe ou en équipe. Ah ben ça tombe bien. On a tout imaginé pour que vous soyez toujours accompagné, soit par un tuteur, soit en groupe à distance. Vous verrez, la multimodalité, c'est fait pour que vous soyez toujours en relation avec quelqu'un, en tout cas si vous le souhaitez. Et puis on a prévu de toute façon d'organiser des moments de travail à plusieurs, même à distance. Et puis troisième solution, c'est attention, quand vous allez travailler en groupe bien sûr, puisque quand on parle de multimodalité, on parle bien de multimode, et un des modes, c'est le présentiel. Voilà, pour répondre à quelques-unes des objections qu'on a pu imaginer, des stagiaires en tout cas. Christophe, dans le chat, Thomas Oui. fait remarquer qu'une des objections régulièrement rencontrées concerne l'accès à Internet pas fiable. D'accord. Je vais ouvrir les droits de micro de Thomas. Alors s'il là, souhaite nous en dire un peu plus. ouais. Oui, je disais simplement que le côté j'ai pas le matériel, etc. Enfin, ça c'est vrai, mais finalement, celle que nous on entend le plus souvent, de gens qui sont d'ailleurs quelquefois même en zone urbaine, c'est que la qualité de l'accès à Internet ne leur permet pas de travailler à distance. Mhm. Alors Et ça, c'est une vraie objection moi qu'on entend. voilà, j'aurais tendance, oui. J'aurais tendance à répondre ou à poser déjà la première question, c'est est-ce qu'ils l'ont déjà fait réellement? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire comme type de formation, hein? C'est vrai que les formations qui sont dispensées après par les organismes que vous êtes sont souvent
je dirais, peu mangeuses de bande passante parce qu'on n'a pas affaire à des ressources multimédia extrêmement complexes. Hein, c'est plutôt des accès à des vidéos, c'est plutôt des ressources plutôt simples et voilà. Et puis après, ben, il y a la solution et qui est la solution qui existe depuis toujours, qui est la solution de l'espace public numérique. Puisqu'en fait, en Basse-Normandie, on a démarré les formations à distance en disant, on sait que c'était en 2006, donc ce qui est vécu en 2014 était bien pire en 2006 hein, en termes de bande passante. Et du coup, là, j'ai envie de dire, on obligeait les gens à aller dans les espaces publics numériques. Ok. Voilà. Après, pardon. Après, ce que l'on cherche toujours, c'est à enrichir en fait, à enrichir je dirais ces objections et ces réponses aux objections avec ce que les uns et les autres peuvent connaître. Il n'y a jamais la réponse type ou la réponse qui va bien pour tout le monde. L'idée, c'est souvent quand on travaille sur les objections, c'est se donner des idées qui vont à un moment donné se dire tiens, je vais picorer dans les idées que j'ai vues ce qui va me ressembler le plus. Voilà. Et peut-être que ce que je vais donner va servir aux autres. Enfin, il faut espérer que ce que je donne serve aux autres. On peut peut-être enchaîner sur les objections émanant des entreprises, Christophe? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est des choses voilà, pareil, je ne sais pas si vous êtes beaucoup avec des contacts d'entreprises, mais toujours est-il que, voilà, les objections qu'on a imaginées, en tout cas, c'est, c'est pour ça qu'il y en a moins, hein, c'est parce qu'en fait, on sait qu'on a plus à faire, parce qu'on a plus d'objections qui viennent des formateurs, des stagiaires ou voilà, ou des financeurs. Alors, comment être sûr, une entreprise qui me dirait comment être sûr, hein, ou un patron d'entreprise qui me dirait comment être sûr que c'est bien le stagiaire qui effectue la formation et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Finalement, je vous envoie quelqu'un en formation, il est chez lui, il n'est pas forcément à son bureau. Moi qui me dis que c'est vraiment lui qui fait la formation. Alors, là aussi, je vais peut-être aborder un petit peu la manière aussi de répondre aux objections. C'est que on n'a pas toujours la bonne réponse, on n'a pas toujours la réponse qui fait que. Alors, je suis désolé, j'ai démarré par la 3 parce qu'en fait, c'était la première que j'avais sur mon papier. Comment être sûr que c'est bien le stagiaire qui effectue la formation? Donc, une manière de traiter ce genre d'objection, c'est de reposer, en fait, c'est d'aller chercher le pourquoi, qu'est-ce qui gêne vraiment la personne là-dedans. Donc, c'est pourquoi est-ce que vous me posez cette question? Est-ce que c'est pour l'aspect financier ou est-ce que c'est pour l'obtention d'un certificat? Déjà, essayez d'aller, j'irais, d'aller creuser ce qu'on appelle creuser l'objection. Et on peut dire, bah, si vous voulez vous assurer que vous financez bien la formation, les classes virtuelles vous permettront de le vérifier régulièrement, par exemple. Ou alors, bah oui, on peut y envisager aussi, comme la formation n'est pas de toute façon tout en ligne, il y aura bien à un moment donné je dirais une feuille d'émargement qui sera signé. Et puis on a aussi tout ce contrôle qui est fait entre le formateur et puis la personne lambda qui montre bien que le formateur, je dirais, atteste en fait voilà, du niveau de la personne en fin de formation. Voilà. Autre chose, quel est le coût réel de la formation, par exemple, hein, puisque voilà, on peut avoir des entreprises qui se posent des questions et qui se disent mais finalement c'est une manière de dire c'est un peu cher payé pour finalement 2 classes virtuelles et puis quelques ressources en ligne que vous avez. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut être amené en fait à entendre. Hein. Quand ils disent quel est le coût réel de la formation, c'est ce qu'on peut entendre. Donc on disait, bah, c'est peut-être tout simplement expliquer ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en plus des moments de présentiel, nous avons les temps de préparation en amont, la création et les mises à jour ponctuelles de contenu, les locations de logiciels, de serveurs, le coût du tutorat, etc., etc. Bien expliquer qu'on ne cherche pas, quand on est organisme de formation, automatiquement à réduire ses coûts et à vendre plus cher quelque chose qui nous coûterait moins cher, mais que c'est au profit de la qualité
et que c'est surtout aussi au profit de la diversité des situations pédagogiques, ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis le troisième, comment être sûr de la durée de travail réalisée à distance? Alors, il y a les outils de traçage, bien sûr, hein, et on sait qu'au minimum, quelqu'un va prendre tant de temps pour réaliser tel cas. Mais il y a aussi la question peut-être à reposer. Quand je disais tout à l'heure, on creuse une objection en se disant, mais est-ce que c'est si important que ça, la durée du travail réalisé à distance? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que l'important, c'est pas tout simplement que le stagiaire atteigne ses objectifs? S'il les atteint en 3 heures au lieu de 5 heures, est-ce que c'est pas aussi bien? Et au contraire, est-ce qu'on n'a pas réussi quelque chose? C'est à individualiser une formation et c'est grâce au numérique qu'on le fait. Voilà. Donc c'est aussi repositionner les choses en disant attention, peut-être que les questions que vous posez sont pas forcément les bonnes, sans le dire comme ça, sans le dire aussi franchement. Voilà. Christophe, Thomas posait une question dans le chat sur comment faire signer une feuille d'émargement à distance. Donc c'était en rapport avec, Je avec je le premier l'imagine point pas. abordé. Non, non, mais je l'imagine pas. Alors peut-être que certains d'entre vous le font. Moi, je l'imagine pas. Je pensais surtout que je me disais de toute façon, il y aura à un moment donné, comme généralement toutes les formations que l'on fait en Basse-Normandie sont en partie, ont toujours une partie en présentiel. On profite de ce présentiel pour faire signer une partie, en tout cas, de la formation en présentiel. Voilà, c'est tout. Sylvain, lui, aborde l'aspect plus psychologique en disant à travers l'objection, on recherche la peur de l'interlocuteur en fait. C'est peut-être un point qu'on Oui. abordera tout à l'heure dans les conseils méthodologiques. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai. On cherche en fait à ce qu'on appelle dédramatiser l'objection. En disant, mais finalement, mais qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? En effet, c'est tout à fait ça. Troisième type d'objection, celle émanant des prescripteurs. Alors, c'était Annabelle qui devait nous parler, elle s'est absentée 5 minutes qui durent un petit peu. Donc, Christophe, est-ce Hmm. que tu Ah es ben chaud oui, là? je Donc, vais faire. c'est Alors, parti. qu'est-ce que... oui, 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 je disais les financeurs tout à l'heure, excusez-moi, je me trompais, je parlais des prescripteurs, parce que nous, on a encore, hein, on sait qu'on a encore, de la part de certains prescripteurs, heureusement pas tous, on a encore des freins hein, qui parfois font qu'ils ne veulent même pas leur faire présenter en fait une formation à distance, une formation multimodale. Donc, objection des prescripteurs, je ne sais pas s'il sera capable. Voilà, je vous envoie quelqu'un, mais franchement, je ne sais pas s'il sera capable. Mais ça veut dire souvent déjà que enfin, ça c'est mon analyse à moi, mais ça veut dire aussi que rien que le conseiller n'est pas au courant de ce que c'est qu'une formation multimodale. Il a encore souvent dans sa tête le fait d'être tout seul devant son écran. Voilà. Donc, mais je dirais pour répondre à je ne sais pas s'il sera capable, on a imaginé une réponse type du style le centre de formation fait un positionnement, comme pour les formations présentielles, et sera en mesure de juger de la capacité à suivre la formation à distance. Ça fait partie de l'accueil du stagiaire. Le positionnement est toujours très important pour les formations multimodales et le centre de formation sait gérer tous ces types de situations. C'est son métier. Tout simplement expliquer qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence notable entre une formation à distance et une formation présentielle, et que c'est bien lors du positionnement, hein, qui ne sera d'ailleurs pas uniquement un positionnement sur ce que je sais, mais sur la manière que j'ai d'apprendre, la manière que j'ai de gérer les outils informatiques, etc., que tout va se dessiner. La mobilité est importante. La mobilité est importante pour trouver un emploi, se déplacer pour la formation est donc essentiel. Alors oui, ça fait partie des choses, moi, que j'ai de temps en temps entendu, disant, mais finalement, nous les jeunes, enfin je dis les jeunes, si c'est une mission locale, hein, qui va me dire, bah tiens, oui, mais nous les jeunes, on veut les inciter à bouger, et si on leur dit que tout est chez eux, ça va pas les inciter du coup à aller chercher du travail ailleurs. Voilà, donc par exemple, on a imaginé, en effet, vous avez raison, hein, c'est pourquoi nous pouvons organiser des plages de travail à l'EPN ou au centre de ressources. Voilà, tout simplement. Mais ce qui est aussi important, autre manière de répondre, hein, mais ce qui est aussi important, c'est que l'usager apprenne à maîtriser son image et qu'il puisse parler de ses compétences via les outils Internet. Et c'est la bonne occasion. Alors, Christophe a été coupé.
par mesure de sécurité. Je... Ah, le revoilà. Je vous invite, Corinne et Bernadette, peut-être à échanger sur ce que vous disiez dans le chat. Oui, Bernadette. Oui. Les OPCA, donc dans le cas où un OPCA finance une formation, il nous demande toujours des feuilles de présence avec des horaires pour la formation à distance. Et moi, je trouve ça toujours très difficile de dire si la personne a travaillé entre 17h et 18h ou s'il a travaillé à 3h du matin. Je veux dire, ce ne sera pas acceptable. Ce sera pas accepté. Donc c'est toujours difficile de mettre des horaires et les OPCA sont vraiment demandent régulièrement des horaires sur les feuilles de présence à distance. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est vrai que par rapport aux horaires de connexion, tout dépend d'abord si la formation a été prévue sur le temps personnel ou sur le temps de travail. Si c'est sur le temps personnel, moi je ne pense pas que ce soit choquant qu'on soit connecté à 23 heures. Si c'est sur le temps de travail, il faut identifier. Donc le stagiaire est dans l'entreprise, Oui, Bernadette, à ce moment-là? je- non, pas forcément, mais par exemple, le stagiaire peut se connecter juste pour, par exemple, 20 minutes. Donc, il demande des périodes bien précises Il en demande surtout, demi-journée. On a eu des OPCA comme ça. ouais, je pense qu'il demande, Parce que on a le souci, mais il demande surtout d'attester de la durée de la formation, puisqu'il continue à payer à l'heure, en fait. Donc, sur une formation que l'on a prévue, je sais pas, sur 20 oui, heures, tout à fait. ils veulent effectivement qu'on puisse Oui, attester que la personne a travaillé 20 heures. Maintenant, dans l'autre cas, tout à fait. si la personne travaille 30 heures, on facture toujours 20 heures. Donc, je Tout à pense fait, tout qu'il à y a fait, des je suis temps d'accord. Mais moyens qui sont souvent, effectivement prévus oui, pour réaliser oui, chaque séquence. oui. Nous, on avait ça en anglais il y a quelques années et on joignait en fait aux feuilles de présence qui étaient signées par les salariés lors des regroupements, puisqu'il y avait au moins un regroupement en fin de formation. On vérifiait ces signatures-là et on attestait des heures réellement réalisées par l'édition du tracing de la plateforme qui indiquait que la personne avait passé tant d'heures sur tel et tel module, y Oui, oui, compris des je feuilles suis pour attester d'accord. des C'est ce que, entretiens téléphoniques. oui, c'est ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est arrivé que certains OPCA, c'est arrivé au moins deux fois où ils demandaient vraiment des choses très précises, plutôt à l'heure. Bon, même si c'était, enfin, 20 minutes, ils acceptaient pas que la personne ait travaillé que 20 minutes, par exemple. Alors, peut-être que je suis Mais tombée c'était pas sur sur du quelqu'un temps qui était un Alors, cumulé peu. alors. ouais, oui, oui, Non, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Bon, Mhm. mais peut-être que ça ça veut n'arrivera dire, plus, mais c'est déjà arrivé. mais après la question que vous, ouais, la question que vous posez, elle est, je pense qu'il faut là, vous voyez, on pourrait considérer que c'est une objection de votre part vis-à-vis de ce qu'on dit, et je dirais, j'ai envie de la Ah globaliser, non, de pas dire, du tout. vous avez raison, c'est vrai qu'il y a non, non, mais ça, rassurez-vous, je le prends pas comme ça, mais je me dis, tiens, si je traitais ça comme une objection, je dirais, bah tiens, c'est l'occasion d'aller voir ces OPCA ou d'aller voir cet OPCA et peut-être de lui réexpliquer et de voir un petit peu ce qu'on peut trouver comme solution, mais globale. C'est-à-dire que là, franchement, je pense qu'on n'a pas de Oui, solution, hein, voilà. oui. Et du coup, alors ça fait partie, je Non. dérive un peu, je dérive, mais ça fait partie du boulot de communautique et que moi j'aimerais bien faire un peu plus vis-à-vis des OPCA, de les emmener dans toute cette logique en fait de Mm. financement différent de la formation. Voilà. J'ai du mal, donc Ils si sont vous avez peut-être des pas bons toujours contacts dans très. les OPCA, je suis preneur. J'ai un peu de mal en Oui, fait à les emmener. oui. Je crois que Corinne a raison, ils sont pas forcément prêts. Mais certains, au contraire, nous réclament. Tu te rappelles, Christophe, la personne, Oui, je oui, oui. crois, qui était du Forco, hein, c'est ça, et qui, Oui. lui, au contraire, se désolait de ne pas avoir de proposition de formation à distance de la part des centres. Alors, on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Certains disent non, Oui, pas C'est ça. question, même pas la peine de Oui, nous le oui. proposer. Et d'autres, à l'inverse, disent mais non, mais proposez-nous des solutions à distance. nous on Et puis l'inclut très certains. souvent, hein, très souvent. Mm. Après, certains ont, voilà, ils sont comme tous. C'est comme il y a des,
Voilà, ils travaillent pas tous au même, enfin, ils n'avancent pas tous au même rythme là-dessus. Il y en a même qui ont parfois des prérogatives nationales, mais qui ne sont pas suivies au niveau régional et vice-versa. Donc ça veut dire qu'il faut aller les voir un par un. Là, on va Oui. aller voir Opcalia pour discuter de ça avec eux dans pas longtemps, et puis à GEFOS en disant il faut aussi qu'au moins il y ait au niveau régional en fait une manière, la même manière et la même manière de répondre à tous les organismes de formation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exact. D'accord. Mais voilà. Mais le débat est ouvert. Et c'est un beau débat qu'on a devant nous encore. Ok. Euh, je vous en prie. Et dernière objection aussi des prescripteurs. Encore une fois, après vous aurez tout loisir d'en rajouter, de nous faire part d'autres, etc. Mais celle qu'on a vu, c'est je travaille avec ce jeune pour qu'il sorte de chez lui et qu'il tisse des liens. Alors le mettre en formation chez lui, pour moi, c'est antiproductif. Je ne veux pas qu'il reste chez lui. Voilà. Donc ça fait partie des choses aussi qu'on a entendues ou que des organismes de formation ont entendues. Donc c'est voilà une manière de répondre. C'est pourquoi il est important de trouver la bonne combinaison. Présence-distance, c'est-à-dire on ne veut pas qu'il reste chez lui tout le temps, d'autant qu'il pourra suivre la partie en ligne d'un espace public numérique où il pourra rencontrer d'autres usagers ou des stagiaires. Et puis lui expliquer aussi que le numérique ou la formation en ligne, c'est l'occasion rêvée pour lui pour apprendre à tisser des liens professionnels via les nouvelles technologies et acquérir de l'autonomie. Voilà, c'est peut-être se mettre sur des réseaux, sur Viadeo, sur LinkedIn, etc., etc. Voilà, c'est cette manière aussi, je dirais, de répondre à l'objection. Toujours de positiver. Je vais laisser la main à Corinne pour toutes les objections sur les équipes pédagogiques, qui sont certainement les plus nombreuses et dont on n'a certainement pas encore fait tout le tour. C'est les plus nombreuses et puis surtout qu'on est dans un métier où on a des équipes où il y a du turnover. Alors quand on a réussi à en convaincre certains, il faut convaincre les nouveaux. Donc on s'abrite toujours un petit peu derrière les mêmes choses. Les peurs des formateurs, quand on dit ce stagiaire n'a pas les compétences pour travailler sur un support numérique, la première question que je me pose quand un formateur me dit ça, c'est est-ce que lui-même n'a pas déjà un problème avec le support numérique? Et souvent, ça va ensemble. Ce stagiaire n'est pas assez autonome pour étudier en multimodalité. Alors ça, c'est vrai qu'on a une vraie problématique, une vraie question. Mais là, je pense qu'effectivement, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que justement, les stagiaires vont acquérir davantage d'autonomie en utilisant des outils en multimodalité, en se testant au fur et à mesure sur leur capacité à être autonome. Ce stagiaire n'a pas les compétences de base pour travailler en autonomie à distance. Donc là, on est dans, non seulement il n'est pas très autonome, mais alors en plus, si je le mets en dehors du centre, sans le formateur comme nous, ça va être très compliqué. Je fais du face-à-face pédagogique, je n'ai pas le temps de réaliser du tutorat à distance. Là, c'est la crainte du formateur qui se dit ma charge de travail habituelle plus tutorer. Je ne suis pas à l'aise, voilà, sur informatique, je ne me sens pas capable. Donc on revient à ce que je disais au début, c'est souvent une peur qui tenaille les formateurs pas très au fait de tout ça. Je tire mes cours de livre, ai-je le droit de les mettre à disposition sur une plateforme? Quid des droits d'utilisation des ressources trouvées sur le web? Puis-je les mettre à distance? Et il ne faudrait pas que les supports numériques nous remplacent. Alors ça, si je sais pas si peut-être pas tout prendre. Je pense qu'effectivement, la première chose à faire, c'est a priori de rassurer les collègues sur ne vous inquiétez pas, le fait de faire une partie de la formation à distance, effectivement, n'annule pas la plus-value du formateur, bien au contraire. Le formateur est bien plus encore un accompagnant. Il doit avoir anticipé davantage de choses, bien filer le process pédagogique, imaginer effectivement toutes les situations où le stagiaire peut se trouver en difficulté, et il est, je dirais, encore plus un accompagnant. Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les financeurs, on a tous connu des stagiaires qui fichaient rien au fond de la salle de formation, hein.
ça perturbait personne et pour autant ça signait des états de présence. Et le formateur parfois voyait, parfois ne voyait pas. Je pense que la formation à distance, ça oblige de tout voir, de tout regarder, de montrer à son apprenant qu'on est attentif à ce qu'il fait et qu'au contraire, le rôle de formateur est valorisé. Euh, Accompagner les formateurs, prendre en main les outils, leur montrer un peu, dédramatiser. Ce sont autant de réponses, là, je pense, pour les rassurer. Et puis, leur proposer d'accompagner les stagiaires. Alors, par rapport au temps de tutorat, effectivement, qui peut faire peur. On est quand même de plus en plus dans des parcours de formation où on individualise les parcours. On peut effectivement imaginer un temps de travail dédié pour le formateur, si tant est qu'il y ait assez de volume pour ne faire que du tutorat, ou bien accorder un temps dans la journée ou dans la semaine pour suivre en particulier ces stagiaires. Là où c'est peut-être le plus difficile, c'est de faire comprendre aux formateurs que le tutorat sera peut-être assuré également par d'autres collègues et pas forcément que par lui, et qu'on va identifier le support, le tutorat technique, je dirais le coaching, l'encouragement du tutorat d'expertise pour répondre à une question particulière. Et que tout ça, ça peut s'organiser justement en équipe. Ça me semble être important pour les rassurer. Quoi dire d'autre? L'histoire du stagiaire qui n'a pas les compétences ou pour travailler sur un support numérique. Bon, alors évidemment, après, il y a l'âge du stagiaire, son contexte, etc. Mais il faut leur faire confiance à nos stagiaires. Je mettais en aparté tout à l'heure que beaucoup, ça m'a été redit ce matin, aujourd'hui, se voient proposer l'apprentissage du code sur des versions e-learning par les auto-écoles. Beaucoup utilisent des outils comme le téléphone où il y a un certain nombre de jeux, d'applications qui sont très proches de ce qu'on peut utiliser avec eux. Et pour les plus âgés, les moins à l'aise avec tout ça, je crois qu'au contraire, c'est les valoriser que de leur montrer que c'est accessible pour eux. Faut pas arrêter de se poser la question de savoir s'ils sont capables de le faire, mais plutôt que se dire aujourd'hui, c'est une opportunité, comme l'a dit Christophe au début du webinaire, de leur permettre effectivement de toucher à ces outils-là. C'est l'occasion. Et ça les valorise énormément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les équipes pédagogiques? Non, Il y a une intervention de Sylvain sur Oui, j'ai vu sur le quelque chose sur le chat. chat, mais j'ai pas pu lire. Alors voilà, je remonte. La Sylvain difficulté, qui dit que la difficulté de faire prendre conscience. Allez-y. Ouais, Que les nouveaux temps utilisés par la multimodalité sont autant de gains par ailleurs et que cela n'est pas oui, chronophage. ouais. Mm. Ce à quoi Thomas rajoute, la question du droit est importante. Ah oui, sur Je l'histoire vous propose, des livres. je vais ouvrir les. Mm, mm. Excusez-moi, je vous propose je vais ouvrir les droits micro si vous voulez échanger ces différents points. Vos droits sont ouverts, donc si vous voulez Super. parler, je vais peut-être donner la parole à Sylvain qui a été le premier à s'exprimer sur le chat. Non, en fait, c'est ça, c'est prendre conscience que, effectivement, une des objections qui est proche du tutorat à distance, sans être vraiment tutorat à distance, c'est quand on leur fait utiliser des outils 2.0, qui peuvent être des outils collaboratifs ou des espaces de coworking. Du coup, ils se disent le temps que je vais prendre à prendre en main l'outil, à faire ça en plus de ce que je faisais avant, alors qu'en réalité, voilà, c'est leur prendre conscience que finalement, ça remplace certains Oui. autres temps et que du coup, c'est pas une perte de temps. C'est se simplifier aussi la vie pour d'autres choses. C'est un peu Oui, déplacer c'est les ça. compétences Oui, du oui. formateur. Ah oui, c'est pas une couche qui se rajoute, hein. Complètement. Même s'il faut Oui, être quand oui, même alors conscient. on pourrait faire d'ailleurs on Vas-y, pourrait faire Corinne. des parallèles en disant il y a 20 ans, vous avez appris à utiliser de l'informatique, un ordinateur et à taper à la machine.
Voilà. Souvenez-vous, il y a 20 ans, vous vous êtes peut-être dit, bah, ça va être chronophage, ça va me prendre du temps. Et aujourd'hui, vous n'imaginez même pas enfin, travailler sans ordinateur. Et vous savez tous taper une lettre sur une machine. Alors qu'il y a 30 ans, on avait des secrétaires pour le faire. Voilà, c'est se dire attention, c'est Exact. Très l'évolution, bon quoi. exemple. C'est aussi l'évolution du temps, ça fait partie. Voilà, même si c'est pas le cœur de votre métier, c'est un outil pour votre métier. Alors, Avant que Christophe n'aborde des conseils peut-être plus généraux, est-ce que d'autres personnes ont des remarques, des questions sur tel ou tel type d'objection et de réponse à y apporter? Non? juste rajouter par rapport aux Quelqu'un avait équipes, commencé à parler Ok. au moment où j'ai pris la parole. Ouais. Vas-y, Corinne. ce qui est important, c'est le temps qu'on va quand même accorder à ces équipes, également pour les rassurer, à minima leur permettre de prendre des outils en main. Et je pense que c'est comme ça, en équipe, qu'on arrive à les convaincre. Je passe la parole à Christophe pour des conseils un peu méthodologiques, un peu d'ordre général, et puis également pour que je vous parle des documents ou liens qui vont être mis à votre disposition. Vas-y Christophe. Oui, quelques conseils. Donc, quand on a répondu aux objections, hein, on s'est appuyé sur des techniques. Alors, ça vient des techniques de vente, etc., de réponse aux objections que je rappelle là, hein, et qu'on rappelle également dans le document final que vous pourrez télécharger à partir du site Communautique, hein, qui reprend toutes les réponses aux objections. Mais c'est le comment répondre à une objection. Hein. Alors, il y a quelques principes de base, comme premièrement, ne jamais les contrer de face et plutôt chercher à rassurer son interlocuteur, ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Chercher la vraie objection. Attention, des fois une objection peut en cacher une autre. C'est-à-dire que quand, comme Corinne disait tout à l'heure, quand un formateur me dit oh là là, mais mon stagiaire ne saura pas, est-ce que c'est le stagiaire qui ne saura pas ou est-ce que c'est lui qui ne saura pas, hein, c'est-à-dire creuser l'objection. Ça peut être contourner une objection à laquelle on n'a pas de réponse toute faite. Parfois, on n'a pas tout de suite. Donc, c'est reporter à plus tard, hein, du style c'est très intéressant, j'y reviens tout à l'heure. Et en fait, souvent, c'est une technique de réponse aux objections. On se dit, bah, si elle revient, c'est qu'il faudra vraiment la traiter. Et puis, une fois sur deux, l'objection ne revient pas. Donc, c'était pas une vraie objection, c'était pas si important que ça. Alors, ce qu'on appelle aussi renvoyer l'objection, hein, voilà, quelqu'un qui me dirait mais pourquoi voilà, moi je comprends pas votre système, moi je suis pas d'accord avec votre système de multimodalité. Une manière de lui renvoyer les choses, hein, c'est de lui dire mais franchement je suis organisme de formation, pourquoi est-ce que vous croyez qu'on a mis cela en place d'une manière de manière à ce qu'il cherche lui-même en fait les réponses en disant mais finalement oui, je suppose que si vous avez mis ça en place c'est parce que bah, aujourd'hui c'est une évidence que tout le monde travaille avec des solutions numériques et que si bah, il ne le trouve pas, bah, c'est à moi de lui répondre. Voilà, utiliser les expériences des autres autour de la table, hein, ça peut être aussi ça, et ça c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Alors faut-il être à plusieurs autour de la table dans ces cas-là, mais se dire tiens, regardez monsieur Untel par exemple qui est rentré chez nous, qui il y a 3 mois, qui n'était pas du tout pour la formation à distance, qui avait vraiment des réticences, allez le voir et allez le voir, discuter 2 minutes avec lui, vous allez voir ce qu'il va vous dire. C'est-à-dire que parfois on n'a pas forcément nous intérêt, je dirais, à répondre à l'objection, mais à dire, mais vous savez, c'est l'expérience des autres qui va faire aussi les choses. Et puis, consolider sa réponse en élargissant le propos. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux OPCA, hein, c'est de se dire, bah, tiens, oui, il faudrait peut-être voir ça d'une manière plus globale et s'intéresser au problème ou en faire une problématique beaucoup plus globale. Alors tout ça, c'est des techniques, hein, je ne rentre pas dans le détail là, mais en se disant, bah tiens, je donne quelques appuis en fait sur l'argumentaire multimodalité qu'on a mis en fait qu'on a mis en fait sur le site communautique en lien, qui est en fait le résultat de toutes nos cogitations aux uns et aux autres. Voilà.
J'en ai fini pour les conseils méthodologiques, hein. On va pas faire. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur les techniques de vente ou les techniques de réponse aux objections, puis je pense pas que j'en serais capable. Mais l'idée, c'est de vous donner quelques pistes, surtout, je dirais, de réflexion là-dessus. Je voudrais terminer en vous donnant en fait deux liens web. Alors, sur le site Communautique, quand vous vous loguez dans la partie professionnelle en mettant votre code d'accès, vous allez avoir accès à. Alors, si je fais ouvrir pour tous les utilisateurs, je vais peut-être faire aperçu. Hop, ça marche pas, mais ça va marcher. Alors, je vais repartir de zéro. Est-ce que vous voyez là ce que je fais à l'écran ou pas du tout? Non? D'accord. Donc, je suis désolé, ça fonctionne pas. Où est-ce que je suis? Je reviens avec vous parce que je n'ai plus. Voilà. Toujours est-il que dans l'espace professionnel, quand vous arrivez dans l'espace professionnel, vous avez un espace qui s'appelle multimodalité dans la barre de Communautique en haut. Dans l'espace multimodalité, le premier article, il s'appelle Présentation de la multimodalité. C'est cet article, en fait, qui est en fait le résumé de tout ce qu'on s'est dit là, et de tout ce qu'on a fait, en fait, suite au groupe de travail. Donc, on y trouve la définition. On a fait aussi deux présentations de Prezi. Donc, on a essayé aussi d'innover et on s'est dit, tiens, et si on utilisait ce qu'on a appris au mois de juillet avec Prezi pour en faire des présentations un peu dynamiques, hein, de ce que, à la fois alors on a fait une présentation d'une définition de la multimodalité et puis un exemple de parcours multimodal. Et puis on vous a mis en lien en fait l'argumentaire avec toutes les objections et les réponses aux objections que vous avez. Et puis il y a aussi, je crois, non c'est pas je crois, il y a aussi je dirais une vidéo de stagiaires des maisons familiales rurales qui ont été en fait, des vidéos en fait de témoignages de stagiaires qui utilisent la multimodalité, qui peuvent aussi servir très bien pour aider en fait des nouveaux stagiaires que vous auriez vous et qui auraient des réticences. Voilà. Et là, c'est plutôt des stagiaires qui disent, bah moi j'ai suivi, voilà ce que j'en ai pensé, voilà ce que j'ai trouvé de bien là-dedans. Voilà. D'accord. D'accord. Mais le problème, c'est que j'ai mis un. Ouais. Alors le problème, c'est que la page communautique, on ne peut y accéder qu'une fois qu'on est logué. Donc il faut bien penser à vous loguer, quoi. C'est tout. Voilà. L'idée de ce webinaire, c'était pas tant, enfin c'était évidemment de vous parler des résultats, mais c'était surtout, je dirais, pour transmettre un petit peu tout ce qu'on a fait, et puis pour vous donner, je dirais peut-être l'envie d'aller un petit peu plus loin sur le document de travail. C'est aussi peut-être, et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires ou nous téléphoner, etc., pour nous dire, bah tiens, on y a vu telles objections, mais il y en a d'autres qu'on aimerait voir, peut-être, qu'on aimerait en fait traiter, qu'on aimerait voir traiter. Il y a peut-être aussi, ça peut peut-être susciter chez vous des envies de faire des mises en situation entre nous, de réponse aux objections, etc. Si toutes ces envies en fait interviennent, n'hésitez pas à nous en faire part et on se fera encore une fois un plaisir d'animer des matinées là-dessus, de faire un 2 heures s'il y a besoin. Voilà. Ah, Voilà, donc écoutez, je sais pas, est-ce que vous avez. D'accord, Cointafia, nous avons utilisé les travaux en interne, donc n'hésitez pas, allez-y, hein, allez-y, utilisez-le, faites-nous de vos commentaires, vos remontées, etc.
Je remercie aussi, j'en profite pour remercier aussi les membres du groupe, hein. On était 6 ou 7 dans le groupe, donc là il y avait Corinne qui était présente, mais il y avait aussi Annabelle Feuillaffé de la DAFCO, il y avait Pierre Gosselin du réseau des MFR, on avait Marilyn Crézet qui est venue, alors qui est peu venue, mais qui nous a apporté pas mal de choses à distance, donc de l'accès à formation. Et je crois que j'oublie quelqu'un, mais je ne me souviens plus comme ça. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, et je vous dis, ça peut être quelque chose qui soit récurrent et qui continue. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions particulières, oui, oui, je t'entends. Oui, oui, je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Alors, si ça intéresse tout le monde, suite au webinar, je vais vous envoyer à chacun, à tous les gens qui ont participé, je vais vous envoyer en fait une invitation pour faire partie du Yammer, d'accord? Du Yammer communautique. En fait, je dis le Yammer communautique, je dirais du réseau communautique. Alors vous verrez qu'en ce moment, ici, ne passe pas énormément de choses parce que finalement, on n'a pas de sujet particulier, mais c'est un réseau d'échange. À la limite, créez des sujets, invités, etc., etc. D'accord? Donc je vais faire la proposition à tout le monde. Je vais vous y inviter juste après. Voilà, je vais vous demander aussi, je le ferai également, mais alors est-ce que vous le voyez là, adresse web? Il faut peut-être que je fasse ouvrir pour tous les utilisateurs. D'accord. Donc vous avez en fait d'accord. Donc vous avez en fait vous avez un lien en fait vers un petit sondage pour nous dire ce que vous avez pensé du webinar, tout simplement. D'accord? Donc je vous demanderai de le remplir le plus rapidement possible. Il y a 3-4 questions, c'est vraiment très rapide. Et merci de le remplir le plus rapidement possible. Parce que je sais qu'après vous ne le ferez pas. Oui, 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 tout à fait. Il est disponible sur la page communautique dans l'espace professionnel multimodalité. Voilà. Non, je- Merci. Non, c'est bon. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au À revoir. Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous, parfait. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.